Cette magnifique femme que vous voyez sur l'image explique qu'elle a trompé son mari durant son mariage. Alors elle explique comment tout ça s'est passé. Ils se sont rencontrés lorsqu'elle avait l'âge de 15 ans à l'église. Ils étaient au départ des amis et au fil du temps, en grandissant, les sentiments ben, ont éclos et ils ont réalisé qu'ils s'aimaient. Du coup, ils se sont mariés à l'âge de 22 ans. Elle adorait danser, c'était sa passion et elle dansait au sein de son église. Et ben, quand elle s'est mariée, elle a mis un terme à sa passion qui était la danse. Le point un peu important dans cette histoire, c'est que sa mère lui avait dit au préalable, est-ce que tu es sûr que tu veux te marier? Tu es quand même jeune, prends ton temps, profite, il ne faut pas se presser. Mais elle voulait se marier parce qu'elle a grandi au sein de l'église. Et comme ils ont eu des rapports sexuels ben, hors mariage et que c'était péché, on leur a un peu fait comprendre, bah, vous connaissez la mouvance des églises, qu'il serait très fortement recommandé de se marier. Donc il y a aussi cette pression qui a fait qu'ils se sont mariés et son mari est un Afro-Caribéen. C'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Du coup, elle explique que lorsqu'elle avait 24 ans, bah, elle a eu son premier enfant et c'est là où les choses se sont un peu compliquées ou très gravement compliquée parce qu'elle s'est rendue compte que la grossesse était difficile, elle avait des phases de dépression. En effet, elle explique qu'elle était en postpartum, en dépression postpartum. Du coup, ça commençait à devenir un peu compliqué, d'autant plus que comme eux, c'était des jeunes pasteurs au sein de leur église, ils étaient pas mal sollicités, surtout son mari. Et elle raconte une anecdote où elle tenait le bébé dans les bras et son mari avait été sollicité par une fidèle qui avait un problème, donc elle lui racontait son souci. Et lui, il écoutait la fidèle, très concentré, et elle était fatiguée à côté, elle voulait rentrer, elle était épuisée parce que bah, elle avait accouché, il y avait tout ce qui est après la grossesse, sa dépression postpartum, le bébé dans les bras, il était tard. Et elle a fait comprendre à son mari, est courte quoi, on y va. Et lui, lui a fait comprendre avec beaucoup d'autorité, arrête, patiente, c'est important, la fidèle est avant tout la priorité. Et elle, ça l'a profondément blessée parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'a pas de valeur par rapport à la fidèle. Sauf qu'elle explique, comme elle a grandi dans une église africaine, elle a grandi avec ben, cette idée de soumission, qu'il faut tout accepter, qu'il faut être soumise à son mari, etc. Donc elle supportait beaucoup de choses. Et le mari, bah, lui aussi, elle explique que c'est pas totalement de sa faute parce qu'il a grandi aussi dans cette dynamique-là. Du coup, bah, lui, la femme, elle est soumise, c'est elle qui doit gérer beaucoup de choses. Lui, il va travailler, ramener l'argent, il doit être solide, voilà. Et ça doit continuer. Du coup, elle ressentait peu de... C'est très sérieux leur environnement. Il n'y a pas beaucoup d'amusement, de divertissement. Elle ressentait pas vraiment de l'amour, de l'attention, du soutien, de la valorisation. Elle était très fatiguée. Même quand il rentrait du travail, il ne la secondait pas avec le bébé parce que lui, il partait du principe qu'il avait travaillé toute la journée. Donc il est fatigué. Et du coup, elle pouvait dormir pendant que le bébé dormait, etc. Ce qui n'est pas si simple, hein, selon ton organisme, ton métabolisme. C'est pas si simple que ça. Mais du coup, ça crée des embrouilles, des clashs, beaucoup de solitude, d'isolation, d'incompréhension et d'énormément de problèmes de communication. Du coup, elle a repris le travail parce que ça commençait à lui manquer. Elle réalisait que c'était compliqué de rester à la maison à rien faire. Beaucoup de choses lui manquaient. Donc, elle a commencé à travailler. Et elle a fait la connaissance d'un jeune homme. Et tout de suite, ce jeune homme a attiré son attention parce qu'il était complètement l'opposé ben, de elle qui, aujourd'hui, maman avec tout le sérieux de l'église, métro boulot dodo, et de son mari qui lui aussi devait assurer était sérieux. Lui, c'est un jeune homme jovial, débonnaire, qui se prenait pas la tête, il était vivant et il adorait aussi la danse. Du coup, ils ont connecté sur cette passion commune et ça a réactivé en elle tous ses souvenirs d'autrefois où elle dansait, où elle était insouciante, où elle kiffait la vie, où et comme ça faisait des années qu'elle n'avait pas exercé sa passion, qu'elle n'avait pas dansé, qu'elle n'avait pas exprimé toutes ses émotions, tout à travers son corps, s'est jetée dans la brèche. D'autant plus que cet homme, ben, c'est toujours comme ça, hein, les amants, ils sont toujours très romantiques, ils te disent toujours des mots doux, tout ce que tu veux entendre, etc. C'est ça l'objectif parfois de l'infidélité, c'est complètement de te sortir de la vie quotidienne de ton mariage, de ton métro boulot dodo. Ça t'offre une autre perspective. Ça ne veut pas dire que c'est la mieux,
mais ça trouve autre chose, un bouffé d'air frais comme on dit. Une rupture face à la réalité de ton quotidien. Et elle s'est embréchée dans la brèche. Maintenant, pourquoi ça a été une liaison qui a duré? Parce qu'elle dit que la première fois qu'ils ont eu un rapport ensemble, comme son mari, j'avais peut-être oublié de le préciser, est son premier baiser, est son premier copain, le premier avec qui elle a tout vécu. Elle n'a aucune expérience avec les hommes, elle connaissait rien. C'est une bleue, quoi. Donc, du coup, le premier rapport n'était pas trop top avec son amant. Et pour optimiser la chose, ils ont continué, continué, continué. Et elle disait qu'elle kiffait littéralement. Sauf que son mari n'était pas né de la dernière goutte de pluie, parce qu'ils faisaient plein d'événements de danse ensemble, et il y avait une affinité de malade, ce qui éveillait beaucoup de soupçons, et c'était pas terrible. Du coup, son mari, il a commencé à avoir des soupçons, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que d'un point de vue intime, elle ne voulait plus coucher avec lui, donc il trouvait ça bizarre, alors que elle, bah, de nature, en tout cas d'éducation, de programmation soumise, elle disait jamais non. Et là, elle était réticente, elle n'était pas motivée. Et elle explique pourquoi en fait elle voulait pas coucher avec lui parce qu'elle était tellement pleinement satisfaite là-bas de l'autre côté qu'elle n'avait même pas besoin de le faire avec lui, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des soupçons et s'est dit c'est bizarre. D'autant plus qu'elle explique que son amant avait absolument tous les arguments pour la convaincre d'être infidèle parce que elle, bah, c'est une africaine, donc elle a beaucoup dansé sur les musiques africaines. C'est vraiment, ça fait partie d'elle, c'est son essence. Et son mari est afro-caribéen. Mais lui, il écoute plein de musiques, mais pas des musiques tirées de sa culture. Du coup, quand son amant, il est venu avec des musiques africaines, tout ça, il y avait tellement de points communs, de connexions, que elle pensait qu'il était amoureux d'elle, bien que son amant également était en couple. Donc tous les deux trompaient leurs conjoints respectifs. Je reviens à son mari qui s'est aperçu qu'elle était infidèle, donc il l'a confrontée et elle l'a avoué. On lui a demandé pourquoi t'as avoué, t'aurais pu mentir, et elle a estimé qu'elle n'a pas été éduquée à mentir, elle a grandi au sein de l'église, et qu'à ce moment-là, elle considérait que ça valait pas la peine de mentir. Il valait mieux dire les choses, d'autant plus qu'elle avait une carte aux États-Unis qui s'appelle Oyster, ça permet de se déplacer, faire des voyages, je crois. Bref, je crois qu'ils ont ils ont la même à Londres, parce que moi j'en ai une, donc c'est la même chose. Bon, ça se trouve, ils sont à Londres en fait. Quand tu te déplaces sur les déroulés de la facture, tu vois tous les lieux que tu as fait. Je connais cette carte en plus. Et du coup, bah, il a vu tous ses déplacements, donc il l'a confronté, il s'est dit c'est bizarre, mais qu'est-ce que tu faisais là, qu'est-ce que tu fais là? Et voilà, en fait, il avait compris, donc elle a avoué. Bien évidemment, ça a été la catastrophe, puisque ben, ce mariage n'a pas tenu, ils ont divorcé. Et du coup, bah, on lui demande, mais comment ça se passait au sein de son couple? Parce qu'on a compris avec son amant, c'était patient, c'était torride, c'était caliente. Bien qu'elle a compris à la fin qu'en fait, il voulait juste coucher avec elle. C'est un peu le but parfois, au boulot, vous vous ennuyez pour casser votre quotidien, vous faites des choses bizarres. Mais elle, je pense qu'elle voulait plus, tellement elle pensait que c'était mieux. Et en fait, lui, il voulait juste s'amuser. Et c'est ce qu'elle a compris après, mais qu'elle n'avait tellement pas d'espérance, c'est tellement une bleue voilà, elle s'est dit, c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Et du coup, on lui a demandé comment se passait son mariage. Ben, elle expliquait que son mariage était très difficile parce que ils ont tous les deux grandi à l'église, ils n'avaient aucune expérience. Du coup, ben, c'était compliqué de communiquer. Ils étaient dans des stéréotypes de couple, ben, hérités de leur environnement et de leurs parents très certainement. Du coup, au lieu de chercher leur propre couple, leur propre individualité, eh bien, c'était toi t'es soumise et tu fais ce que je te dis et moi je suis l'homme, j'assure et point barre. Rien à dire. Tant et si bien qu'il y avait aussi de la violence domestique de ce qu'elle dit. Apparemment, lui, il était parfois très violent avec elle. Il y avait des coups, etc. Et elle, elle était convaincue qu'elle le méritait. Parce que c'est comme ça qu'elle a grandi. Le mari a toute l'autorité sur toi, etc. Et du coup, elle explique aussi que ça peut être une des excuses et des raisons aussi qui l'ont poussé dans les bras de son amant. Parce que c'était un bouffé d'air frais. Il était jeune, il se prenait pas la tête, il était cool, il aimait s'amuser, rigoler, etc. Du coup, ça lui renvoyait à tout ce que elle n'avait pas expérimenté, à toutes les parties d'elle qui étaient cachées, que elle avait refoulées au moment où elle s'est mariée. En effet, il y a des personnes, ils arrivent à garder les deux, le couple, l'individualité, ils arrivent à faire les deux, et voir aussi la personnalité, l'individualité de leur mari. Ils gardent leur passion, leur centre d'intérêt, tout ça. D'autres n'y arrivent pas. Quand ils se marient, ils sont en couple, ils arrêtent absolument tout, ils se concentrent sur le mari, sur le couple, tout devient sérieux. Du coup, on étouffe,
on s'auto-asphyxie, soi-même et l'autre, on n'a plus nos amis, tout est rebrassé. Et ça, c'est un danger. Parce que bah, c'est long un mariage et au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Et elle, c'est ce qui lui est arrivé. Donc quand son amant est arrivé et il lui a montré tout ce qu'elle, elle était quand elle était jeune, tout ce qu'elle ne vivait plus et qui, ça lui a rappelé que ça lui manquait terriblement et elle a voulu expérimenter ça. Et elle explique en fait qu'elle voulait garder les deux, son amant pour la partie fun, plaisir, etc. Et son mari, parce qu'elle n'a aucune raison de divorcer. De toute façon, elle va divorcer comment? Ils sont à l'église. Mais ça n'a pas marché, puisque lui, il s'est rendu compte qu'elle avait changé, que c'était plus trop ça. Et ils ont divorcé. Et ça a été profondément douloureux parce que bah, vous vous doutez bien, les gens n'ont pas pris son côté, ils ont plus pris le côté de son mari pour des raisons culturelles, par principe, par valeur, parce qu'ils sont à l'église, tout simplement. Moi, je vais donner mon avis sur la question. Ben, vous avez certainement vu dans toutes les vidéos que j'ai publiées, j'ai souvent parlé un peu des témoignages des femmes de l'église qui passaient par ce processus-là, pas que les femmes, les hommes aussi, mais les femmes. Oui, effectivement, c'est compliqué cette notion de chasteté parce que le manque d'expérience, contrairement à ce que les gens pensent, en effet, il y a une croyance qui est véhiculée que si tu te mets avec une femme ou un homme, et c'est surtout la femme qui n'a pas d'expérience, ça réduit les chances qu'elle te trompe. Et en fait, c'est complètement faux, justement. Non, si tu te mets avec une femme qui a peu d'expérience, ben, ça augmente les chances qu'elle te trompe. Pas toujours, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça augmente les chances parce que justement, son manque d'expérience va faire que elle voudra aller vers ce qu'elle ne connaît pas, la nouveauté, la curiosité. Tous ses sens sont en éveil, justement. Et c'est ce qui favorise l'infidélité ou qu'elle ait envie d'expérimenter des choses. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais ça favorise. Ça préserve absolument pas. Je ne dis pas que, parce qu'il y a la croyance qui dit que si la femme a trop d'expérience, justement, elle va plus facilement te tromper parce que elle est tellement habituée que si toi, machin, ça va être compliqué. Bah, souvent, les femmes qui ont plus d'expérience sont un peu plus malines, elles vont aller avec un homme aussi qui a de l'expérience. Comme ça, bah, ce côté frustration est réglé. Parce que de toute façon, au fil de la relation, il y aura des frustrations, qu'on le veuille ou non. C'est normal, puisque la nouveauté n'étant plus, bah, à un moment donné, la routine, ça crée des frustrations. Ça crée une baisse de désir, parce que le désir naît de la nouveauté, de ce que l'on ne connaît pas. C'est comme ça que ça s'active dans le cerveau, dans les hormones, etc. Du coup, c'est inévitable. Mais par contre, quand on a de l'expérience et que on a déjà vécu sa sexualité, on a déjà eu des partenaires, on sait ce que c'est, on se connaît un peu mieux ou même très bien, on peut aller vers un partenaire qui nous correspond. Donc du coup, même quand il y a cette pique de manque de désirabilité, d'attractivité sexuelle, on peut, en principe, en tout cas c'est ce qui est un peu observé, plus développer. Déjà, on peut mieux gérer la frustration parce qu'on connaît. Et deux, on peut plus développer des stratégies pour pallier à cette baisse de libido. Parce que ben, on se connaît, on a déjà expérimenté avec le partenaire, on sait ce qu'il aime, donc on peut plus facilement, voilà. Alors que bah, quand tu n'as pas d'expérience, souvent, bah, tu as tout à découvrir et à un moment donné, tu vas être limité par ton partenaire parce que même si c'est un dieu du sexe, bah, tu veux voir ce que l'autre peut te proposer, ça va te manquer. Pas dans tous les cas, mais c'est souvent un risque qu'il ne faut pas éluder. Et dans ton cas, elle, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, autre pôle qui était surtout pour moi le plus critique dans leur relation, c'est même pas le problème sexuel, parce que avec la communication, ça tout se résout dans une relation, même dans un couple, c'est le problème de communication. Eux deux ont grandi certes à l'église, c'était peut-être des enfants pasteurs, etc. Mais ils n'ont pas été préparés au mariage, à tout ce qui est relation, tout ce qui est dynamique de couple, et ils n'ont pas été préparés à communiquer de manière adéquate au sein d'un couple pour que on gère les frustrations, on gère nos émotions, on gère notre communication. Pourquoi l'homme est violent vers sa femme? Elle l'a dit, c'est un homme aussi qui a ses traumas, ses blessures, etc. Mais c'est pas que ça. Quand on est amené à exercer de la violence sur un individu, c'est parce qu'on manque de mots, on ne sait pas communiquer, on ne sait pas exprimer, se faire entendre, se faire comprendre. Parfois, c'est pas qu'on veut, c'est qu'on ne sait pas comment procéder. Et ça vient de leur éducation parce que on leur a, oui, mis devant des schémas, des stéréotypes, comment fonctionner quand tu es pasteur, quand tu es un couple dans l'église, etc. Mais on leur a pas dit comment communiquer en cas de conflit, en cas de désaccord,
quand tu es fatigué, comment exprimer ton besoin auprès de ton mari de manière à ce qu'il l'accueille sans se sentir lui aussi incompris, sans avoir le sentiment qu'on fasse preuve de manque de sensibilité, d'empathie à son égard parce qu'elle a travaillé toute la journée, elle est fatiguée. Mais comment lui aussi doit répondre à sa femme pour qu'elle ne se sente pas incomprise, qu'elle ait le sentiment qu'on s'en fiche du fait qu'elle est passée toute la journée avec le bébé et qu'elle était seule, qu'elle a parlé à personne, que c'est compliqué, qu'elle aimerait échanger. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour s'accorder des moments adéquats? Qu'est-ce qu'on dit pour que l'autre comprenne notre besoin, fasse preuve d'empathie, etc. Tout ça n'a pas été... On leur a pas appris tout ça. Donc finalement, pour moi, ce couple aurait pu fonctionner ou aurait pu être sauvé, même malgré une infidélité, parce que l'infidélité est surtout due à n'ont pas été préparés à être en couple, etc., avec une bonne communication. En effet, si elle avait su exprimer ses besoins et faire aussi preuve d'empathie envers lui, sa fatigue, le fait que machin, machin, ça aurait été parfait. Et lui, s'il avait pu être plus attentif et faire plus preuve d'empathie envers elle, et le fait qu'elle ait été jeune maman, le fait que ne plus exprimer ses passions, être à la maison, être dans un autre cadre, ne plus faire des chorégraphies parce qu'elle est prof de danse, hein, maintenant c'est ce qu'elle fait, elle adore ça, c'est sa passion. Voilà. Je pense qu'ils ont peut-être grandi ensemble, ils ont peut-être passé beaucoup de temps ensemble, mais je ne suis pas sûre qu'ils se connaissaient vraiment. Et s'ils se connaissaient très bien, mais c'est le problème, c'est la communication, vous avez compris, la gestion des conflits au sein du couple, c'est ça qui a contribué à tout cela. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.